Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Besancenot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous publiez La journée de travail et le règne de la liberté, écrit à quatre mains avec, on le voit, Michael Lowy. J'écorche pas. Non, très bien. Chez Fayard, on va en parler dans quelques instants. D'abord, comme on dit, priorité à l'actualité. Je voulais avoir votre réaction. Vous avez vu ce débat là, ce débat à droite qui a agité un peu justement les Républicains depuis 24 heures. Un débat qu'on n'attendait pas spécialement d'ailleurs, pour le coup, à droite. Faut-il ou pas augmenter le SMIC? Hier, Valérie Pécresse nous dit, chez Bourdin, sur BFM TV, oui, il faut augmenter de 20% le SMIC. Elle parle du SMIC net. Il faudra qu'on précise un petit peu ce que ça veut dire. Et puis depuis, à droite, chacun y étale un peu de son commentaire, entre d'un côté, certains qui parlent de propositions néo-communistes, ou Éric Woerth, pour qui c'est absurde, c'est néo-démagogique. Néo revient souvent d'ailleurs, vous remarquerez. Voir comme ça une cacophonie à droite sur un sujet qui est plutôt marqué à gauche, ça vous inspire quoi? C'est néo-consternant, comme dirait l'autre. Voilà, c'est pas franchement une nouveauté, parce qu'en réalité, cette question-là, elle revient depuis une dizaine d'années un peu régulièrement, même parfois par le biais de l'extrême droite. Cette proposition qui est finalement une proposition en trompe-l'œil qui consiste à faire croire qu'on peut augmenter les salaires en s'attaquant aux cotisations sociales. Alors nous, on aime insister sur le fait que le salaire, c'est un ensemble de choses. C'est pas simplement la part nette qu'on touche directement dans la poche, c'est aussi sa part socialisée. Sa part brute, c'est-à-dire celle qui dépend aussi des cotisations sociales. Donc nous, on est pour augmenter les salaires de façon générale, le SMIC inclus, c'est-à-dire poser la question claire qui n'est pas un passement de jambes et qui n'est pas une feinte de balayeur, c'est-à-dire de répartir les richesses. Nous, on propose d'augmenter les revenus de 300 € net par mois, c'est-à-dire récupérer finalement ce que les plus riches ont réussi à voler depuis une vingtaine d'années, ces fameux 10%, d'après nos calculs à nous, environ. Et ce n'est pas propre qu'à la société française, en réalité, 10% du PIB, c'est-à-dire 10% des richesses annuelles qui ont été transvasées finalement des revenus du monde du travail vers ceux du capital. On va revenir sur la proposition de Valérie Pécresse sur le net, effectivement, mais qu'est-ce que vous objectez à ceux qui vous disent on est assez bien documenté sur le fait que quand on augmente le coût du travail, sur le travail peu qualifié, tous les Francis Kramarts, les Pierre Cueil, vous les connaissez, et j'en oublie qui vous disent que Stéphane Carcillo, qu'on est bien documenté, que quand on augmente le coût du travail peu qualifié, ça détruit de l'emploi. C'est archi faux, on nous ment? Écoutez, moi, ce discours sur le coût du travail, je le connais par cœur, voilà, et tout ce qu'oppose coût du travail avec la question de l'emploi, moi, c'est un discours que je ne cautionne pas. À l'époque, on a fait aussi pas mal de contributions sur un autre coût dont on parle peu, qui est le coût du capital, en l'occurrence. On va en parler, on va en parler. Voilà, le coût du capital financier, notamment aussi, puisque là aussi, il y a des rapports qui sont sortis récemment. Je pense par exemple à ceux de l'ONG Oxfam, qui ont expliqué par exemple que les sociétés françaises, pour celles qui sont cotées en bourse, en tous les cas, font partie de ces sociétés dans le monde qui rétribuent sur la part de leur profit le plus proportionnellement de sommes aux actionnaires, à leurs actionnaires. Certains disent que parce que la fiscalité est très élevée, il faut compenser la grosse fiscalité fiscalité ou la faible rentabilité. Voilà. Mais les faits sont là. C'est autant d'argent qui va ni dans l'investissement, ni dans les salaires, ni dans la production, mais finalement dans cette part spéculative, c'est-à-dire un des aspects du capitalisme financier tel qu'il est. Donc pour moi, le problème, ce n'est pas d'opposer la question des revenus et de l'emploi. Moi, je crois au fait qu'on peut augmenter les revenus et avoir une société où on se partage aussi la question de l'emploi. D'ailleurs, le sujet de la contribution du livre qu'on a écrit avec Michael, c'est sur cette question-là. C'est l'idée qu'il faut aussi, pas simplement se partager les richesses, mais se partager le temps de travail, et qu'il est absurde et révoltant, même illogique d'un point de vue du raisonnement, sans être anticapitaliste, de se dire que finalement tous les accords et tous les projets de loi travail inclus, consiste finalement à imposer à ceux qui ont encore la chance d'avoir une activité professionnelle dans le public ou dans le privé, de travailler plus longtemps en étant finalement de moins en moins bien payés, au moment même où quand on prend et quand on aligne l'ensemble des catégories de chômeurs, c'est-à-dire le vrai chiffre du chômage, on est à 5 millions, 5 ou 6 millions. 5 ou 6, moi je dirais plutôt 6 millions de personnes qui en réalité cherchent une seule chose, c'est-à-dire avoir un emploi. Donc nous on propose de partager le temps de travail en le réduisant, c'est-à-dire faire en sorte qu'on travaille moins à l'intérieur pour que tout le monde à l'extérieur en ait un. Pourquoi le sujet sur Oxfam, le sujet est intéressant parce que derrière, effectivement, il y a cette répartition de la valeur ajoutée, la répartition. Mais ce qu'oublie de dire, et c'est la limite de l'étude Oxfam, c'est que elle dit oui, il y a tant qui va aux actionnaires et que 5% qui va aux salariés. Mais avant, il y a déjà les salaires qui ont été payés. Ce qu'il faut regarder, c'est la valeur ajoutée. Vous en convenez, c'est pas le bénéfice à distribuer. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui, mais ça ne change pas sur le fait que, par exemple, quand il y a 2 tiers des profits qui vont aux actionnaires, c'est autant d'argent qui ne va pas dans la production, par exemple, ou dans l'investissement. C'est autant d'argent qui sert finalement une rémunération. Une rémunération, c'est l'argent de poche. C'est la préférence pour le court terme. Non, mais c'est quoi? C'est la préférence pour le court terme, au détriment peut-être de l'investissement et des profits de demain.
Et c'est là où c'est malsain. Moi, je vous dirais que c'est le patrimoine génétique du capitalisme, ça, le calcul du court terme, ne pas envisager l'avenir, parce que de toute façon, la loi, telle que je l'ai compris, du système capitaliste et de l'économie de marché, c'est précisément battre la concurrence par tous les moyens nécessaires au risque de se faire bouffer par la concurrence. Et ça, de fait, ça implique une vision de court terme. Donc tous les calculs au long cours ne peuvent pas avoir lieu dans ce type de préférence-là. C'est pour ça d'ailleurs, d'où les crises. Les crises, y compris celles qu'on peut voir venir, qu'on peut imaginer à un moment donné, parce qu'on sait que le système surchauffe, qu'on est dans une crise de surproduction, de suraccumulation, une crise de valorisation du capital, et qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas éternellement vivre dans le virtuel, qu'il va y avoir un retour à l'ordre au réel, qui se traduisent par ces crises financières dont on a vécu une explosion spectaculaire en 2007-2008, c'est précisément à cause de ce temps court, cette dictature du temps court qui, à mon avis, est directement inscrite dans le patrimoine génétique du système capitaliste. Pour clore sur le sujet, sur le SMIC, encore une fois, Valérie Pécresse ne propose pas d'augmenter le SMIC brut, mais réduire les cotisations sociales pour qu'en net, il reste plus. Et là, on se dit que c'est effectivement une proposition de droite, voire d'extrême droite, manifestement, historiquement. Mais derrière, il faut bien financer ces charges sociales. Parce que derrière, si on les enlève, qui finance la protection sociale? Est-ce que ce n'est pas des augmentations d'impôts? Est-ce que c'est les économies sur la dépense publique? Non. Le vrai sujet, il est là. Oui, mais vous parlez, ça, on dit pas. Vous parlez de charges, moi je parle de cotisation. Pardon, précisément parce que pour moi, c'est une partie du salaire. Sociale, salariale, on a cette spécificité par rapport au modèle anglo-saxon. Enfin, on l'a pour je ne sais combien de temps encore, d'avoir un modèle de protection sociale qui est financé par une partie de notre salaire, c'est-à-dire les cotisations sociales, et précisément pas par la fiscalité. C'est remis en cause de façon insidieuse par la CSG depuis plusieurs années maintenant. Probablement qu'on est peut-être en train de passer dans un mode de financement qui est en train de basculer pour la première fois de l'histoire majoritairement dans le système de la fiscalité. Mais un système fiscal, ça veut dire que c'est l'État. Et moi, je combats autant le pouvoir du capital que la bureaucratie de l'État. Ce qui m'intéressait, moi, et m'intéresse toujours dans le système de cotisation sociale, au-delà des questions financières et comptables dont on parle depuis le départ, c'est les choix de société, les questions démocratiques qui vont de pair. L'idée selon laquelle on pourra avoir des sommes colossales, parce qu'en effet, le budget de la sécurité sociale est beaucoup plus, probablement supérieur d'un tiers à celui de l'État, puisse potentiellement être régi et contrôlé par la masse des cotisants. C'était le cas à la Libération où on élisait des représentants régulièrement qui n'étaient pas nommés par l'État, il n'y avait pas de paritarisme, c'était sous le contrôle d'une forme d'autogestion possible pour précisément subvenir aux accidents de la vie, à la maladie, au chômage, à la vieillesse, etc. Moi, je crois à ce modèle-là. Il y a eu les 30 Glorieuses qui ont aidé aussi le système à être financé, à être géré. Comme quoi, si je veux me faire l'avocat du diable, tous ceux qui nous prétendent qu'en gros, il faut une situation économique absolument exceptionnelle pour avoir des acquis sociaux exceptionnels se trompent, parce qu'en l'occurrence, avant les 30 Glorieuses, ce modèle-là, il a été mis en place à la Libération, c'est-à-dire à un moment où l'économie était absolument en ruine et qu'il a fallu la construire. Donc finalement, c'est à un moment où le modèle économique et l'économie étaient au plus bas qu'on a eu ces choix économiques audacieux, ce qui prouve finalement que c'était même pas le socialisme en France. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le pensent probablement aujourd'hui, mais bon, comme quoi finalement c'est tout à fait envisageable. Allez, un mot à présent des privatisations. Le gouvernement qui a un peu tergiversé, au final on a compris qu'il y aurait un large plan de privatisation qui serait lancé. Bruno Le Maire nous parle carrément d'actionnariat populaire, relancer l'actionnariat populaire. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Parce que quand on parle justement, tiens, les dividendes du CAC 40, il y en a trop, etc. Mais ils vont où ces dividendes? Ils vont dans la poche du retraité, Mr. Smith au Royaume-Uni, néerlandais. Pas une seule seconde, c'est-à-dire que même dans ce les 2 tiers du CAC 40 sont détenus, vous savez, par des investisseurs étrangers. Oui, donc cet argent, mais pas des petits épargnants, parce que des petits épargnants. Il y a des fonds de pension, il y a beaucoup de fonds de pension. L'idée selon laquelle ce serait le retraité californien qui posséderait finalement quasiment tous les titres de propriété du capital dans le monde, j'y crois pas une seule seconde, parce que même ces retraités, finalement, sont soumis à la dictature de banques qui spéculent sur cet argent-là. Vous avez des livres, par exemple, Geoffroy Geyns, qui est un économiste universitaire belge, qui a écrit un livre qui s'appelle La finance imaginaire, où il retrace, alors il est un peu dans son registre, mais c'est tout à fait passionnant, finalement, à quel point la finance a un visage, a des noms, des prénoms qui figurent dans les conseils d'administration des banques et des grands groupes d'entreprises en France, en Europe et dans le monde. Et qu'en l'occurrence, ce pouvoir ne s'est pas disséminé. Donc la réalité, c'est que même dans le milieu actionnarial, c'est les plus gros actionnaires qui s'en mettent plein les poches et pas les plus petits. Et de sinistre mémoire,
toutes les vagues de privatisation qu'on a connues depuis une vingtaine d'années, où je me souviens qu'on avait dit, par exemple, à ceux de France Télécom, aux salariés de France Télécom, vous allez vous enrichir, on sera tous des capitalistes. Bah non, en réalité, le monde capitaliste, il n'est pas fait pour que tout le monde devienne capitaliste. Il est fait pour qu'une minorité le soit et uniquement le devienne. Et je vais dans votre sens, France Télécom, ça n'a pas été une bonne affaire, EDF non plus n'était pas une bonne affaire, on pourra en citer d'autres. Absolument. C'était bon d'ailleurs pour ceux qui ont répondu tout de suite. Le court terme, encore une fois. Voilà, c'est toujours le court terme. Et puis donc toujours finalement ceux qui ont les règles et les codes pour pouvoir s'en sortir au plus vite. Donc c'est pas le tout venant qui peut s'en sortir. Et puis là aussi, derrière les choix de privatisation, il y a des choix de société. Que l'aéroport, l'ADP devienne privatisé, ça a des conséquences. C'est une erreur stratégique pour vous, ce désengagement de l'État, de la Française des Jeux l'État qui continuera à toucher ces 3 milliards d'euros tous les ans. Oui, c'est-à-dire que d'un point de vue comptable, ils vont continuer à s'en sortir. Le problème, c'est l'État, absolument. Donc le problème, c'est les choix qui se nichent derrière tout ça. ADP, c'est pas une petite affaire. Un aéroport, c'est des choix de sécurité, c'est des choix stratégiques, c'est des choix d'investissement. Rien ne changera. Bruno Le Maire l'a dit, il y aura toujours un contrôle de l'État sur le contrôle national. Il y aura autant de policiers, de douaniers. Oui, comme pour la SNCF, on nous a expliqué que de toute façon, les parts seraient 100% publiques. Elle serait incessible, qu'on n'y toucherait jamais. Puis finalement, il y a eu ce rapport en pleine mobilisation d'un groupe de travail qui nous expliquait que finalement, ce n'est pas incessible, ça ne pourrait concerner potentiellement que la holding, c'est-à-dire compris que l'activité mobilité, c'est-à-dire finalement les trains et puis les rails, pourraient être un jour concrètement privatisés. Donc ça fait longtemps qu'on ne les croit plus. Derrière tout ça, il y a des vrais choix de civilisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui va rester aux générations. Vous savez, moi, tous ceux qui s'enflamment sur les plateaux télé, les éditorialistes, les responsables politiques de droite, les libéraux de gauche, qui nous disent, mais quand ils nous parlent de la dette, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures, mais qu'est-ce qu'on va laisser tout court aux générations futures dans ce pays, avec le nombre de services publics qui sont en train de disparaître, les hôpitaux qui ferment, les écoles qui disparaissent ou les classes qui ferment, les bureaux de poste qui ferment les uns derrière les autres. Et puis les usines. Je vais vous parler d'une usine en particulier, celle d'un camarade et d'un ami qui me tient à cœur, qui est Philippe Poutou, l'usine Ford à Blanquefort. Ils sont plus de 900. Et là, je parle simplement de ceux qui sont dedans. Donc, je ne parle même pas de la sous-traitance. C'est une boîte qui a touché des subventions publiques. C'est une boîte qui fait des bénéfices. C'est une boîte qui fait des profits. C'est une boîte qui se porte bien. Et c'est une boîte d'ailleurs qui ne prétexte même pas un problème de compétitivité pour fermer le site Blanquefort et qui le ferme quand même. Et du côté des pouvoirs publics, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que la subvention s'arrêtait au mois de mai. Donc après le mois de mai, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme l'usine de Philippe et de tous ses collègues aujourd'hui. Donc il va rester quoi demain dans ce pays et dans cette société si on ferme toutes les usines, tous les services publics, avec toutes les promesses qui ont été faites depuis 10 ou 15 ans, avec les gouvernements successifs à nous expliquer que c'est en donnant aux plus riches finalement que l'économie va redémarrer par le fameux effet du ruissellement. Il n'y a pas de croissance, la situation elle est toujours la même, c'est toujours les mêmes qui spéculent et c'est toujours les mêmes qui se serrent la ceinture. Donc au bout d'un moment, ça finit par se voir, ça devient un peu agaçant. Il serait peut-être temps de faire un projet politique tout simple, c'est-à-dire l'exact opposé de ce qui est fait depuis 30 ans. Et quand on a justement le président Macron qui confirme dans les conquêtes sociales, c'est lui qui a parlé de conquêtes sociales, la promesse de reste à charge zéro sur les lunettes, sur le dentaire, sur l'optique, il ne s'est pas renié, c'est une promesse de campagne. C'est une conquête sociale importante pour vous, ça ? Si ça va de pair avec la défense d'un système de protection sociale et pas de remettre en cause de fait le système des mutuelles, parce qu'en réalité, nos mutuelles sont en train de devenir des assurances. Donc faire des annonces très ciblées, c'est une chose. La réalité, c'est qu'on aurait besoin d'un vrai système de sécurité sociale qui nous permette en effet de ne pas payer ce qu'on paye beaucoup trop cher, notamment pour ceux qui ont des problèmes auditifs ou qui ont des problèmes pour les yeux. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, le mutualisme est en train d'être privatisé de fait. Il est dans une logique de rentabilité et qui est une logique de concurrence. Je voudrais insister sur cet élément-là. Il ne suffit pas simplement d'être un opérateur 100% public pour avoir une attitude de service public. Si vous êtes un opérateur public et que vous êtes soumis à la concurrence d'opérateurs privés, vous n'allez pas fonctionner selon des critères de service public, puisque pour vous en sortir, c'est les critères de la concurrence dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il faut être aussi, aussi compétitif qu'eux, donc à l'opposé justement des critères de service public. Parce que d'un point de vue capitalistique, il y a des choix absolument absurdes quand vous menez une philosophie de service public. Faire des choix de péréquation tarifaire, c'est-à-dire par exemple que quel que soit votre emplacement sur le territoire, vous payez le même prix du timbre, par exemple, d'un point de vue capitalistique, en termes de coût de transport, c'est absurde. On le fait simplement parce que derrière, il y a un choix de société qui a été fait, qui a été notamment imaginé par certains de nos anciens. C'est l'idée qu'il y a des secteurs de l'économie qu'il faut protéger de la loi de l'offre et la demande. Mais rien ne trouve grâce, encore une fois, je vais te trouver des mesures, encore une fois, sur le reste à charge zéro, dans la loi Pacte. Si vous voulez nous trouver des points communs avec Macron, il va falloir rallonger l'émission, je pense qu'on aura Non, mais je ne sais pas, sur la loi Pacte, si on va dans le détail, sur
la suppression du forfait social, encore une fois, sur l'épargne salariale des Non, collaborateurs, qui passe de 16% à 0. Oui, mais tout ça, c'est tout pas ça, puis pareil, plus de salariés dans les conseils d'administration, Oui, pas bien non plus? oui, tout ça. Non, mais de toute façon, moi, je vais vous suffisant. expliquer. Non, c'est pas question pas de suffisant, c'est que moi, je combats ce gouvernement de A à Z. Voilà. Moi, je suis capable de voir quand il y a des points positifs, des points en a négatifs. aucun? Mais j'en suis même plus là. C'est-à-dire de faire la part des choses. Finalement, il y a plus de points négatifs que de points positifs. Mais on n'est plus là. On est dans l'attitude d'un pouvoir qui veut établir une contre-révolution libérale, avec tous les choix idéologiques que ça suppose. M. Macron est obsédé par une idée, c'est l'idée que lui va faire ce que Sarkozy et Hollande n'ont pas été capables de faire, avec des choix éminemment idéologiques. Casser, flinguer le statut des cheminots pour le flinguer, ça n'a rien de comptable, puisqu'il y a même des études qui ont été effectuées, en tous les cas des articles de la presse économique, je ne sais plus si c'était, vous m'excuserez, si c'était le Capital ou une autre revue qui avait expliqué que ce serait même plus coûteux Oui, en réalité. À court terme. Oui, à court terme, mais mine de rien, ce serait quand même Ah là, plus c'est vous coûteux. qui regardez le court terme uniquement. Hein. Bah oui, mais d'accord, mais en Pour les attendant, mais marchés. même sur le long terme, parce que la réalité, c'est que quand vous faites les calculs de ce que signifie la formation professionnelle, même sur le long terme, ça sera plus coûteux aujourd'hui de remettre en cause le statut des cheminots que ce que ça peut vous rapporter. On est dans l'idéologie. Et puis, quoi qu'il en soit, les 400 millions que coûte le statut des cheminots, c'est peu de choses, même ne serait-ce qu'en comparaison du budget de la communication de la SNCF pour nous expliquer que les trains roulent à l'heure, ce qui n'est pas tout à fait le cas, même quand il n'y a pas grève. Donc, c'est à peu près la moitié. Donc, on est dans l'idéologie pure et simple, c'est dire, voilà, on veut mettre un genou à terre à un secteur combatif qui n'a pas dit son dernier mot et qui va continuer à se mobiliser. Ouais. Déception, on pourrait être d'accord là-dessus, sur la réforme de l'assurance chômage, qui est comme très très loin des ambitions de campagne, on s'en souvient, assurance chômage pour tous, universelle. Le compte n'y est pas quand on voit ce qui est proposé aujourd'hui, tout ça est très encadré. Bah, pour l'instant, dans l'objectif du gouvernement, je pense aussi qu'il y va un peu à tâtons parce qu'il sait qu'il y a une situation explosive, mais je pense que son projet reste le même, c'est de continuer à mettre à terme un système de l'assurance chômage tel qu'on le connaît, et puis avec tout le discours qui est véhiculé sur les allocations, sur les aides publiques. Qui aime parler d'aides publiques, je vais vous en citer quelques-unes. Il y a 660 dispositifs différents d'aides publiques données aux entreprises pour soi-disant créer de l'emploi depuis une trentaine d'années. Dont on ne sait pas trop le montant, c'est un maquis aussi là. Oui, bah écoutez, ça c'est des enquêtes publiques. Vous allez, non, le montant, combien ça coûte au monde aux aides publiques? On parle de 140 milliards d'euros. On parle de 50 milliards à l'époque de 2005 sous Villepin et on parle en effet de 140 à 50 milliards. On est sûr d'une chose, c'est que c'est beaucoup plus qu'en 2005. Et on est sûr d'une chose, c'est qu'il n'y a pas 3 fois moins de chômeurs dans ce pays. Donc on est sûr d'une chose, c'est que cette politique ne marche pas. Ça fait cher la création de postes. Bah, c'est surtout l'argent de nos impôts. Donc tous ceux qui aiment, du côté des libéraux, nous dire quand même l'argent de nos impôts devrait aller finalement à quoi? Aux prestations publiques. Ce n'est pas le cas. Surtout quand ça ne marche pas, ça devient révoltant. Donc des aides publiques, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous dire, attendez, mais il est gentil Besancenot, mais la France est championne du monde de la dépense publique. Si la dépense publique faisait la croissance, on serait champion du monde de la croissance et on ne l'est pas. Qu'est-ce que vous répondez? C'est simple, que c'est pas vrai. Rapporté par la part d'habitants, c'est pas vrai. Voilà. Donc on est dans la moyenne européenne, on est même au 4e ou 5e niveau, au niveau européen, quand on ramène par exemple la part des aides publiques par habitant. Parce qu'il faut ramener par habitant, c'est-à-dire à la masse de la population. On reste dans les premiers, mais on n'est plus le premier. Mais c'est bien de parler du PIB, mais c'est bien de le ramener à la masse de la population telle qu'elle est. Voilà. Et puis en plus, s'il y en a qui kiffent les autres modèles, s'il y en a qui ont envie de sortir leur carte bleue quand ils vont aux urgences publiques, qu'ils le fassent. S'il y en a qui kiffent le modèle anglo-saxon et aux États-Unis, qu'ils le fassent. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Je sais qu'il y a des gens qui se sont battus pour ce modèle-là. Et j'y tiens. Donc je ne sais pas si ces gens me trouvent particulièrement gentil ou pas, mais j'ai juste envie de leur dire une chose, c'est qu'il faut être conscient de ce que ça signifie, cette fameuse, l'expression c'est modèle social, je ne sais pas comment l'appeler, peu importe à la limite, mais il y a une attache profonde de la population et qui est vachement... Ils veulent démanteler Emmanuel Macron, ce modèle social? Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, mais là, moi, j'invente rien. Il veut le faire. Il veut être le premier à le faire. C'est ça son objectif. C'est qu'on bascule vers autre chose. Mais il n'y arrivera pas. Parce qu'il y a des ressorts profonds, très profonds. Et tout ce qu'il est en train de faire, il le paiera d'une manière ou d'une autre. Parce que justement, il va trop loin. Vous savez, même les gens qui pestent au moment des grèves, etc., ils sont conscients d'un truc. C'est que si les cheminots perdent réellement, beaucoup de salariés, y compris du privé, seront concernés. Donc, vous voyez, il y a un rapport. Nous, en France, on est une population complexe, on a un rapport très contradictoire. Moi, je suis le premier. Donc, je crois qu'il va payer très fort ce qu'il est en train de faire en ce moment. Un mot, parce que c'est intéressant, on parle de guerre commerciale, mais en une minute, on a eu hier Daimler, très gros constructeur automobile allemand, qui a dit que ses résultats seraient beaucoup moins bons que prévus à cause de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Cette montée des tensions, encore une fois, c'est quelque chose qui commence à produire des dégâts dans l'économie réelle. C'est un sujet d'inquiétude, ça. C'est un sujet d'inquiétude, mais qui n'est pas franchement non plus une nouveauté. C'est-à-dire que je crois, pour ma part, qu'on peut avoir une forme de combinaison entre une forme de protectionnisme
du point de vue capitalistique et une forme de mondialisation capitaliste. Et Trump, c'est l'incarnation de cette synthèse-là. Trump n'est pas un altermondialiste, il n'est pas contre la mondialisation capitaliste, il est absolument pour que le monde soit un vaste marché économique, mais il est en même temps pour le protectionnisme, c'est-à-dire il est comme pour les diodes électriques, il est d'accord pour que ça sorte, il n'est pas d'accord pour que ça rentre. Et il faudrait qu'on s'en inspire. Et il y a beaucoup faudrait qu'on s'en inspire. Sûrement pas. Moi, Trump, c'est à peu près la synthèse de tout ce Non, mais ça veut dire de protéger. Non, de protéger. Il veut créer des emplois sur l'américain. Mais ça ne marche pas. Mais d'abord, comment vous voulez dire? Comment dire? D'abord, d'un point de vue philosophique, comment voulez-vous que je partage une telle chose? C'est dire on est capable, on est capable de sortir, on est capable de vendre, mais il ne faudrait pas que ça rentre. Mais je parle, ça rejoint le discours sur la population. C'est la même logique. Tous ceux qui sont pour fermer les frontières pour les peuples, par exemple, ils n'imaginent pas une seule seconde qu'on puisse en retour leur interdire de voyager dans le monde. Bon, là, on parle des marchandises, mais ce qui m'intéresse, c'est la contradiction que ça implique au niveau du système capitaliste lui-même. Le système capitaliste lui-même ne supportera pas cette contradiction très longtemps. Parce qu'en effet, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du marché. Il faut vendre, il faut acheter. Il n'y a que ça qui compte. Donc on peut avoir une part d'intervention étatique, comme quoi même les plus libéraux peuvent tout à fait s'accommoder de l'État. Tous ceux qui, dans le camp de la gauche radicale, pensaient que, vous savez, il suffit de prononcer comme l'effet Dracula le mot État pour faire reculer les capitalistes simplement parce qu'on projette de la lumière sur eux, ça ne marche pas. Les capitalistes, et on l'avait vu même au moment de la grande crise financière de 2007-2008 dont je parlais tout à l'heure, sont tout à fait capables de s'accommoder d'une certaine intervention étatique qui consiste finalement à socialiser les pertes et à privatiser les profits. Voilà. C'est la réalité, c'est ça qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc et on a vu les Américains, le gouvernement américain, nationaliser un constructeur automobile pour le sauver. À ce moment-là, ça ne le dérange pas. De la même manière que... Et sans y laisser des plumes d'ailleurs, parce que je pense que même le gouvernement a fait une bonne affaire dans l'histoire. Donc comme quoi, il suffit, c'est bien pour ça qu'il faut... Ils sont pragmatiques les Américains pour ça. Ah bah, il n'y a pas plus pragmatique qu'eux, mais le problème c'est qu'à quel prix pour leur propre population? Si vous allez aux États-Unis, moi j'y suis allé une fois à l'époque... En dehors de la côte est et de la côte ouest. Bah oui, à l'époque même, vous savez, à l'époque d'Occupy Wall Street, vous allez dans certains quartiers de New York, on parlait des dents par exemple, ou des yeux, et quand vous voyez les dents de certains habitants dans les quartiers populaires, vous voyez qu'il y a un gros problème de protection sociale et c'est tout de suite visible. Donc ils sont pragmatiques, mais à quel coût et puis à quel prix? Et puis à quel prix aussi pour un système qui n'est toujours pas sorti de ses contradictions et qui peut exploser. La réalité, c'est qu'on a des compétitions économiques qui sont en train de trouver un prolongement politique extrêmement inquiétant sur le globe et toutes ces tensions entre deux formes d'impérialisme, par exemple, qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire l'impérialisme américain et l'impérialisme russe, franchement, là aussi, ça fait froid dans le dos. Ouais. Un mot de votre livre, parce qu'on manque de temps. Vous avez relu Karl Marx, notamment le livre 3 du Capital, et le royaume de la liberté commence avec la réduction de la journée du travail. Il avait un petit peu d'avance, donc évidemment à écouter, à croire Karl Marx, le travail nous aliène, nous enferme. On serait beaucoup plus libre si on travaillait moins, si j'ai bien compris. Mais pour celles et ceux qui sont heureux dans leur travail et qui ne vivent pas leur job comme une prison, vous leur dites quoi? Ça marche aussi pour eux? Bah, tant mieux. Justement, on propose qu'on soit tous dans ce cas-là. Voilà, c'est ça la proposition de Marx. C'est d'expliquer avec c'est un peu le truc caché dans le tiroir, c'est-à-dire qu'il y a une vision, il y a une lecture très économiciste, même dans le courant marxiste, de Marx et du capital. Cette espèce d'évolution mécanique, économique, le capitalisme allait s'écrouler de lui-même, alors qu'en réalité, dans Marx, il y a beaucoup de choses. Et dans le 3e tome du Capital, il y a cette fameuse formule qui renoue en fait avec les travaux du jeune Marx, du Marx philosophique, qui en tant qu'économique, mais imaginez aussi le projet de société, le projet de l'émancipation, c'est-à-dire de l'épanouissement individuel. Et le règne de la liberté, cette belle formule, c'est l'épanouissement individuel. Et cet épanouissement individuel passe notamment par le fait que le temps de travail aliéné commence à s'arrêter. Ça implique donc la réduction du temps de travail, mais pour répondre à votre question, ça implique cette combinaison, ce rapport complètement complémentaire entre justement un travail réduit et de re-questionner le travail en lui-même, puisque la question c'est de travailler différemment, pouvoir s'épanouir au travail, différentes formes de vie, mais ça implique d'en finir avec cette forme d'exploitation salariale actuelle où en réalité vous croyez être libre quand vous travaillez. Aujourd'hui, même pour les plus heureux d'entre vous, je ne sais pas à qui vous pensez, mais en général, vous êtes condamné à vendre votre force de travail, qu'elle soit manuelle ou intellectuelle, à un employeur qui détient cette force de travail que vous vendez. Et vous êtes de fait dans ce rapport de domination, et c'est ce rapport de domination qu'il faut changer. Et tant qu'on ne l'aura pas changé, je ne crois pas qu'on puisse être libre quand on parle du travail. D'autant que selon vous, et c'est vrai, c'est pas faux non plus, quand on quitte son job, on reste un peu connecté à sa vie professionnelle, à ses mails, donc la frontière entre la vie perso est de plus en plus floue. De plus en plus infime, absolument. Je crois qu'on emporte avec nous, en dehors du travail, on imagine déjà la meilleure façon de s'exploiter nous-mêmes le lendemain. Et ça touche de plus en plus de catégories. Et le propre de la situation du salariat aujourd'hui, c'est qu'on est
qu'on soit travailleur manuel ou intellectuel, qu'on soit dans le public, dans le privé, il y a plein de secteurs professionnels qui n'imaginent pas une seule seconde avoir un point commun avec la catégorie du dessus ou la catégorie du dessous, alors qu'en réalité, on a exactement les mêmes intérêts qu'on l'ignore. Bon. Et à celles et ceux qui adorent, comptent pas, qui adorent leur job, qui ne comptent pas leurs heures, eux, on leur dit quoi? Mais une fois de plus, tant mieux pour eux, mais franchement, vous savez, on ne peut pas tenir ce discours d'un côté et puis, comme c'est fait pas que par des gens de notre camp, écrire je ne sais combien de rapports sur le mal-être au travail comme grande souffrance du XXIe siècle. Et il y en a beaucoup. Moi, tout cela, tant mieux. Comme les Français qui seraient en burn-out selon un sondage. Ouais, mais moi, je vois que ça quand même. Je veux pas noircir le tableau, mais moi, des gens qui arrivent au boulot à reculons, j'en vois de plus en plus. Des jeunes générations qui disent moi, je ne vais pas rester, je sais que je vais trouver autre chose ailleurs, et qui finalement n'en finissent pas de rester malgré tout. Et puis des anciens qui disent j'attends. Pourquoi est-ce qu'ils restent? Parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Et puis des plus vieux qui disent moi, j'attends qu'une seule chose, c'est prendre ma retraite alors que j'aimais mon métier. Vous savez, des gens qui ont la vocation, des gens qui ont la foi dans certaines activités professionnelles. Faites un tour dans les hôpitaux publics. Il faut avoir une forme de vocation pour faire ce qui est fait là. On est en train de dégoûter combien de personnes de leur activité professionnelle? Voilà, et ça, c'est le propre de la situation actuelle. Donc, tant mieux pour ceux dont vous parlez, mais on en connaît tous. Le plaisir, c'est pas un plaisir solitaire. Il faut le partager entre tous. C'est pour ça qu'il faut changer les règles. Des règles permettent justement à tous et toutes de pouvoir s'épanouir, y compris dans l'activité professionnelle. Ça passe par la réduction du temps de travail, encore une fois. Entre autres choses, absolument. C'est vrai. Mais on prend souvent l'exemple des métallos, effectivement, allemands, des syndicats de métallos qui ont réussi à avoir une semaine de 28 heures. Alors c'est très encadré, c'est à l'allemande, hein, c'est pas pour tout le monde, etc. Mais eux, ils partent aussi d'un volume horaire aussi. Hein, et c'est du court terme aussi. Mais ils l'ont quand même décroché là, c'est symbolique. Et voilà, mais c'est très encadré. Et puis ils partent d'un niveau de temps de travail qui est beaucoup plus élevé que le nôtre. C'est là où comparaison n'est pas raison. Non, mais d'ailleurs, on ne dit pas ça dans le livre. On dit simplement, mais on ne peut pas s'empêcher de le faire, quand Ligue et Métal, qui est considéré par beaucoup, y compris dans les plus libéraux, il faudrait un modèle à l'allemande, des partenaires sociaux qui arrivent à parler et à danser ensemble. On n'arrête pas de nous parler de Ligue et Métal de Ligue et Métal tout le restant de l'année. Puis alors là, putain, silence radio, il nous faut une proposition de semaine à 28 heures. Vous imaginez en France? Si Sud et la CGT faisaient une campagne commune pour les 28 heures, mais on aurait combien d'éditos pour nous dire, mais la France est revenue, c'est comme d'habitude, c'est la Corée du Nord. On aurait des formules tout à fait excessives sur ce syndicalisme néo-communiste, néo-marxiste, et j'en passe. La droite s'amuserait. Voilà, mais ils ont des boîtes plus profitables et plus compétitifs que nous, peut-être les Allemands, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts dans le passé, donc maintenant il faut lâcher un peu la bride. Ça aussi, ça tient pas. Celle-là, je la connais. Ça tient pas non plus, puisque comparaison n'est pas raison. Il faut juste prendre les éléments, mais les éléments, c'est simplement qu'ils ont le mérite de remettre dans le décor la question de la réduction du temps de travail, et le mouvement ouvrier en France bégaye sur ces questions-là. J'ai une petite idée de la raison pour laquelle on a du mal à en reparler, c'est que l'application des 35 heures par la loi Aubry a laissé des traces absolument terribles dans les mémoires du salariat. Aller dans l'automobile ou aller même à la poste. Nous, je sais qu'à l'époque, c'était donnant-donnant. On va réduire le temps de travail, mais on va donner en échange aux employeurs ce que les employeurs réclament depuis toujours, c'est la flexibilité, l'annualisation et chez nous, les réorganisations et les baisses des cotisations sociales. Donc évidemment, il y a beaucoup de salariés qui ne croient plus en cette idée-là. Pourtant, c'est une belle idée, il faut se la réapproprier. Allez, merci à vous. Merci en tout cas, La journée de travail, le règne de la liberté, écrit donc par Olivier Besancenot, avec Mickaël Lovy chez Fayard. Et donc, Olivier Besancenot était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.